Vision, ressenti, pouvoir extrasensoriel. Le monde qui nous entoure est un véritable mystère pour chacun d'entre nous. Mais alors, comment comprendre et trouver un sens à tout ça? Ensemble, nous allons traiter le thème de l'intuition qui touche la majorité d'entre nous. Don de la nature, développement normal de l'humain, tant de questions sans réponse, tant d'hypothèses à en perdre la vision. De premier abord, l'intuition a l'air de quelque chose de bien complexe. Mais pourquoi compliquer quelque chose qui est simple et que l'on peut utiliser tout simplement? Se servir de son intuition comme d'une boussole interne. Alors l'intuition, on dit tous que c'est la petite voix qui nous montre quelque chose ou qui nous apprend quelque chose, mais c'est plus qu'une voix. C'est la visualisation, c'est des messages, c'est des visages, ça peut être autre chose qui nous est apporté. Alors on peut dire que ce sont des messages des guides, des anges, peu importe le nom que vous posez dessus. C'est elle qui nous guide lorsque nous hésitons sur la direction à prendre. Elle à qui nous nous fions pour choisir la caisse du supermarché où nous attendrons le moins longtemps, ou la bonne file d'attente au péage de l'autoroute. Elle, c'est l'intuition, on l'appelle aussi le sixième sens. Mais en réalité, on est comme un oignon. On a un corps intérieur qui se trouve être le physique, mais c'est seulement le centre de l'oignon. Autour de lui, il y a des couches supérieures. Ces couches contiennent beaucoup plus. Ce sont nos corps subtils ou énergétiques. Et ces différents corps nous donnent accès à des mémoires, nous donnent accès à plus de confiance, et en même temps l'ouverture des dons, l'ouverture de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience. Alors de quelle façon ça peut fonctionner? Je suis capable de recevoir les messages et tout passe par mon intuition. C'est-à-dire que, accessible à tous, de façon claire et précise, on est capable d'avoir une voix qui répète et qui répète. C'est une petite voix à l'intérieur de nous qui nous aide à prendre les bonnes décisions. J'ai le sentiment que c'est là où il faut que j'aille. Ça me vient comme ça. Je pense que j'ai de l'intuition, je pense qu'on en a tous plus ou moins après. Laisse-toi guider seulement par ton intuition. Dans les films, elle est souvent l'alliée du héros. Et quand on fait confiance à cette voix qui répète, on a la capacité de pouvoir canaliser. Alors à ce moment-là, on laisse aller la phrase par exemple. Et plus on va laisser aller, plus on va lâcher, se relaxer, faire de la place en nous, et plus cette petite voix se manifeste. Alors au début, c'est quelque chose qui est difficile. Au début, c'est quelque chose qui est non tangible. Alors, avec l'ego, comment lui faire confiance à cette petite voix? Sauf qu'avec du recul, on s'aperçoit que plus on pratique cette petite voix qui nous appartient mais qui est majoritairement inconnue pour nous, plus on la pratique et plus on sera amené à être à la bonne place au bon moment. Quand on fait confiance à l'intuition, on est à sa place. On est à sa place de façon incroyable, ce que l'on appelle la synchronicité. Et comment atteindre cette synchronicité-là? Eh bien seulement en arrêtant de se poser des questions, se dire « Ok, je suis prête à avancer maintenant ». La plupart d'entre nous avons de la difficulté à avancer, et moi-même j'ai vécu ça aussi. Je me posais beaucoup de questions. Et pourquoi on se pose autant de questions? C'est parce que nous n'avons pas confiance. On est dans l'insécurité, nous avons des peurs. Alors comment enlever ces peurs, me direz-vous? À vrai dire, il y a un paquet de monde en haut qui sont en train de travailler pour les enlever. Alors ce ne sont que des aides, car par nous-mêmes, on est capable de le faire aussi. Et cela peut passer par les rencontres que nous faisons, ici même. Il y a 3 types de personnes. Des inconscients,
des conscients et des engagés. Alors nous sommes des conscients pour la majorité d'entre nous, c'est-à-dire que le mot évolution commence à nous dire quelque chose, que quelque chose ne nous plaît pas dans notre vie, quelque chose qui ne nous plaît pas dans la société dans laquelle on vit, dans la famille, l'enseignement, les enfants, tout ce que l'on voit autour de nous. Ça ne nous plaît pas. L'évolution est là. Quelque chose d'autre nous appelle. On est dans une époque d'évolution actuellement, une époque d'éveil. Et cet éveil-là doit être accompli. Et si on tait cette petite voix, on reste dans la dualité, dans la survie. Être dans la dualité, ça nous empêche d'avancer. En revanche, être conscient va nous aider à aller plus loin, à travailler sur nous. Ce chemin nous amène automatiquement à être engagés. Des personnes engagées, ce sont des conférenciers, des personnes qui donnent des soins, ce sont des gens qui vont aider les autres à aller plus loin, à avancer au travers de leurs dons et de leur intuition. Alors comment arriver à développer son intuition ? L'intuition, ça se travaille. Si vous avez une information intuitive qui vient, il y a une idée qui vous vient. C'est en tout cas ce qu'on apprend ici, à l'école de l'intuition à Paris. Ce matin, chaque stagiaire a reçu une enveloppe fermée avec, cachée à l'intérieur, la photographie d'un lieu. Personne n'a la même. Sans aucun indice, le stagiaire doit se concentrer sur la photo qu'il ne voit pas et noter tout ce qui lui vient à l'esprit. En théorie, son intuition doit pouvoir lui donner des informations sur la photo. Un peu à l'écart du groupe, cette stagiaire est médecin généraliste. Elle a payé 600 € pour un stage de 3 jours. Il y a quelque chose de spirituel, d'une manière ou d'une autre. Alors la balle rebondissante, une notion de créer de la joie en fait. Voici le moment d'ouvrir l'enveloppe. Ah marrant. Roland Garros ça. Ouais. Alors tu as décrit une structure principalement rectangulaire, tu étais dans des couleurs dominantes de rouge. Rouge comme la terre battue, rectangulaire comme le court de tennis. Hasard ou intuition, parmi tous les mots écrits, cela était bon. Valérie Coster entend s'améliorer, persuadée que son intuition sera utile aux patients. Dans des observations cliniques ou quand on reçoit des patients ou même dans la vie de tous les jours, avoir entre guillemets des perceptions intuitives peut être un atout majeur. L'intuition peut-elle être utilisée comme un outil pour améliorer nos performances professionnelles ? Selon les scientifiques, il faut rester prudent car nous ne sommes qu'au début de l'étude du rôle de l'intuition dans notre développement personnel. Pour ma part, j'ai la chance, ou la malchance, d'être une hypersensitive, c'est-à-dire que mon corps va travailler de mèche avec mon intuition. Oubliez le raisonnement pour laisser de la place à l'intuition, de façon à laisser les synchronicités passer afin qu'elles vous amènent à la bonne place au bon moment. Et du coup, je ne peux plus du tout en douter. C'est devenu une évidence même. Je suis sur le chemin que je dois mener vers mon destin. Et tout comme vous, vous êtes ici pour recevoir un enseignement. Mais l'enseignement ne vient pas seulement de moi, il vient également de vous-même. Les clés sont à l'intérieur de vous. Car le chemin sur lequel vous souhaiteriez avancer, il vient de là. Il vient de votre cœur. Comment changer ce qui ne vous convient plus ? Ça vient de là. On a toutes les clés à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer. Et de temps en temps, quelqu'un va nous montrer la serrure. Votre cœur est le plus puissant agent d'impact de votre vie. Eckhart Tolle nous dit bien que le but d'une vie ne se trouve pas par la réflexion. L'idée géniale que nous attendons ne nous vient pas par la pensée, mais via un puissant sentiment d'amour. Alors on croit à tort que lorsque l'on se met à suivre son cœur, tout devient fluide et synchrone, que l'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. C'est vrai, mais on commence d'abord par expérimenter le contraire. C'est comme une allumette. Pour faire apparaître la flamme, il faut la frotter à quelque chose. Nous avons parfois besoin de rencontrer des résistances pour que surgisse notre flamme la plus vive. Les diamants deviennent des diamants sous la pression. Parfois, nous avons besoin de cette pression pour activer notre potentiel. Les challenges et les blocages que nous traversons nous font grandir et devenir plus forts. On nous apprend à ne fonctionner qu'avec le mental.
mais je prends conscience que notre force de vie, notre vivacité est une forme d'intelligence. Suivre notre cœur, c'est suivre cette force de vie. Face à un choix, nous pouvons examiner le pour et le contre, d'un point de vue linéaire et rationnel, et c'est bien de le faire. Mais c'est aussi important de ressentir comment nous nous sentons quand nous allons à droite ou quand nous allons à gauche. Le cœur est le centre de ces sensations. Sa vision est aussi plus large que celle du mental. Sa perspective est beaucoup plus élevée. Le problème, c'est que nous ne lui faisons pas confiance. Notre éducation ne nous a pas enseigné à le faire. Nous ne commençons à lui faire confiance que lorsque nous en faisons l'expérience. Pour Einstein, notre intuition a toujours raison. Il la voyait comme un don sacré. Steve Jobs, le créateur d'Apple, disait qu'il faut avoir le courage de suivre son cœur et son intuition. Pour les grands sportifs aussi, l'intuition est essentielle. Cet ancien gardien de but du PSG en est sûr. Lors des tirs au but, son intuition fut quasi toujours bonne conseillère. Moi, j'ai toujours pensé que l'intuition, c'était le contraire d'un réflexe. C'est quelque chose qui est finalement réfléchi. Vous savez, le moment où le gars marche vers vous du rond central au point de pénalty, c'est souvent à ce moment-là que vous allez décider ce qui va se passer. Et le pire, c'est de ne pas la suivre. On a tous connu ce moment en tant que gardien où on s'est dit « Putain, mais je savais qu'il fallait partir à gauche et je suis parti à droite. » Et ça, c'est l'intuition pure. Heureusement, souvent le gardien de but a suivi son intuition. La sensation, certains soirs, de se dire je sais tout. Je sais exactement tout ce qui va se passer. Alors face à une décision, nous devons impliquer cette force de vie. Ce que je comprends aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'oublier le mental pour suivre uniquement le cœur. Il faut laisser le cœur être le maître et le mental être son serviteur. Ils travaillent l'un avec l'autre. Et c'est ce que dit la science de nos jours. Elle a prouvé que notre cœur est capable de percevoir des événements avant qu'ils aient lieu. L'information va d'abord au cœur, puis au cerveau, puis au reste du corps. Le cœur sait ce qui va se passer 20 secondes, avant que les yeux voient effectivement de quoi il s'agit. Cela explique la sensation parfois de savoir à l'avance ce qu'il va se passer. Le cœur a un pouvoir sensitif, un pouvoir intuitif. Donc lorsque nous sommes dans un état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire d'amour, de gratitude et de compassion, notre cœur envoie des signaux à notre cerveau qui améliorent la coopération entre ses lobes droit et gauche. Nous déployons notre capacité cérébrale lorsque nous sommes dans cet état. La peur et la nervosité nous rendent stupides, elles nous poussent à prendre des mauvaises décisions. La relation entre le mental et le cœur est immense. Plus nous nous sentons en cohérence cardiaque, plus nous expérimentons l'amour, la gratitude et la compassion, et plus nous devenons intelligents, et mieux nous utilisons nos capacités cérébrales. Ces recherches montrent que la puissance du cœur n'est pas simplement un concept spirituel, mais également un concept scientifique qui nous aide à tirer meilleure partie de nos capacités cérébrales. Plus nous sommes dans le cœur, plus nous avons accès à elles. À l'Université libre de Bruxelles, l'intuition est un sujet d'étude très sérieux. Dans ce laboratoire de neurosciences, plusieurs tests ont été mis au point pour la décrypter. Une étudiante se prête à l'un des exercices. À chaque point noir sur l'écran correspond une touche sur laquelle elle doit frapper. Une règle complexe détermine l'apparition des points noirs, mais l'étudiante ne le sait pas. Vous réfléchissez ou pas entre chaque touche? Non, pas trop. J'ai l'impression que parfois je sais un peu où est-ce qu'ils vont apparaître. Exact. L'étudiante anticipe l'arrivée du point noir. Petit à petit, le participant développe justement une intuition, une impression que c'est plutôt là que le point va apparaître à l'écran, mais ne parvient pas à expliquer complètement pourquoi. Trouver la solution d'un problème, mais sans pouvoir expliquer comment, c'est ça l'intuition. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau fait de gros efforts de concentration. Et ça se passe ici, dans le cortex préfrontal en rouge.
Mais dès que l'information est parfaitement acquise, elle va se ranger ailleurs, dans le noyau codé, cette zone qui stocke des millitions et performante. Les intuitions sont une manière de faire une sorte de court-circuit, d'éviter de raisonner et de reconnaître tout de suite ce qu'il s'agit de faire dans une situation particulière, sans s'engager dans un processus compliqué de raisonnement. Pour Einstein, nous demander ce qui nous rend vivants est fondamental. On peut se poser la question à tout moment. Qu'est-ce qui me rend vivante maintenant ? La réponse est à ressentir avec le cœur. La pensée ne mènera à rien. Le mental est un peu comme une prison. Il est aussi fondamental de nous demander non pas ce que nous voulons de la vie, mais ce que la vie veut de nous, et d'observer les signes. Alors parfois, nous ne voyons pas les signes et les synchronicités parce que nous sommes coupés de notre intuition. Ils s'en présentent en permanence, mais nous ne les repérons que lorsque nous sommes reliés à notre cœur. Nos enfants sont déjà dans le cœur, mais le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui leur fait perdre cette connexion. Alors comment se reconnecter avec son cœur ? Il y a plusieurs manières d'y parvenir. Ce peut être par l'écriture, en fixant son attention à l'intérieur, sur son souffle, sa respiration, son cœur. Ce peut être par la méditation, être dans le moment présent, marcher dans la nature. Nous sommes tous différents, nous avons tous des manières différentes de fonctionner. Chacun a sa manière de se connecter avec le cœur. Alors si vous vous laissez aller, vous allez comprendre que la vie est remplie de messages pour vous aider. Et c'est là que l'intuition rentre en jeu, être capable de percevoir, de percer et voir, d'écouter ces messages autour de nous. Alors on peut se demander de qui viennent ces messages, ces signes. Et s'ils venaient de nous, de notre moi supérieur, de notre destin. Quand vous avez choisi de vous incarner ici sur Terre, que vous croyez à la réincarnation ou non, c'est pas grave. J'en parle parce que j'y crois. Alors quand vous avez choisi donc de venir ici sur Terre, vous êtes venu avec un gros CV et avec toute une liste d'épreuves et un gros sac d'outils pour vous aider à les passer, ces épreuves. Alors vous êtes capable d'avancer à travers ce que vous avez besoin. Mais vous êtes aussi capable de prendre une épreuve et de l'étirer, de l'étirer, de l'étirer. Autant que vous pouvez passer une journée sur une épreuve que vous pouvez y passer des années. Alors là, on peut parler d'événements de notre vie. Il y en a qui vont faire des dépressions, il y en a qui vont passer par des divorces, il y en a qui vont frôler la mort, d'autres passer par des maladies, par des choses difficiles pour arriver, hop, à l'éveil de conscience. Pourquoi tout d'un coup là, il y a un éveil de conscience ? Croyez-vous que l'on doit attendre de passer par des événements difficiles pour s'éveiller à autre chose ? Pour passer de l'état des inconscients à l'état de conscient ? Ne sentez-vous pas cette énergie qui est là, autour de nous, pour essayer de nous amener vers autre chose, une autre conscience ? Notre problème, ce boulet qui nous retient, est que nous vivons dans un futur insécurisant et dans un passé fait de rancune, de culpabilité, de comparaison. Mais il est où le présent ? Qui prend le temps de vivre au présent ? Le moment présent se vit à travers une respiration. Pendant une respiration, je me suis arrêtée. Pendant une respiration, j'ai regardé, j'ai écouté et j'ai ressenti. Donc, pendant une respiration, j'ai vécu le moment présent. Alors il est vrai, c'est difficile de penser tous les jours à « je respire, je respire, je respire ». Oui, mais il faut tout de même commencer par le début. Parce que le moment présent se vit quand on est en état méditatif. Le moment présent se vit quand on se balade dans la nature sous un beau ciel bleu. Le moment présent se vit quand on est en vacances, quand on a le temps de regarder autour de nous. Mais les vacances,
Ça devrait être tous les jours, pas seulement 5 semaines par année. Et ça ne devrait pas non plus être juste un ailleurs pour essayer de se sauver de notre quotidien, de fuir ce que l'on n'aime pas. Ça devrait être chez nous, dans notre emploi, dans notre vie personnelle. Il faudrait que ça soit partout, dans notre conscience. Oui, ça doit faire partie intégrante de notre conscience. La conscience, c'est nous amener à l'affirmation de ce que l'on est. Mais savez-vous réellement qui vous êtes? À la question « Qui suis-je » qui serait capable de me donner spontanément une réponse? Êtes-vous un nom, un métier, des valeurs, des sentiments, une éducation peut-être, un savoir? Mais tous ces visages suffisent-ils à me définir? Et oui, le moi que nous croyons être est une conscience de soi qui est une image. Quand je dis « je voudrais savoir ce que vous pensez de moi », le moi dont je parle, c'est l'image que j'ai de moi. Ce n'est pas moi. En fait, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi en moi. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait. Ah, et bien le voilà notre but, notre chemin de vie. Expérimenter. Faire des expériences pour découvrir, pour se souvenir qui nous sommes réellement. Expérimenter pour polir le diamant que vous êtes. Et l'intuition est là pour vous y aider. Et pourquoi ne pas commencer maintenant? Alors on va se poser 5 minutes maintenant. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Que vous dit votre cœur? Respirez profondément. Ignorez votre mental, juste ce tout petit moment. Laissez passer les « j'ai faim »,« j'ai mal les fesses »,« je suis mal assise »,« qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» Respirez. Dirigez votre regard sur les sensations, les ressentis qui vous traversent. Que ressentez-vous? Comment se sent votre cœur? Nous pourrions la tester là, notre intuition, sans support. L'un d'entre vous a-t-il un choix à faire actuellement dans sa vie? Alors il faut savoir qu'il existe différentes variations de l'intuition. L'intuition dirigée vers soi peut être appelée prémonition, 6e sens, impression, rêve éveillé, visualisation créatrice, etc. Lorsqu'elle est dirigée vers les autres, elle est nommée plus mystérieusement voyance, clairvoyance, médiumnité, canalisation. L'utilisation de l'intuition pour soi ou pour les autres permet d'accéder à des informations qui vont aider à orienter, diriger et prendre les bonnes décisions. Bien comprise, l'intuition est accessible à tous et n'a pas à être associée à des pouvoirs magiques ou spirituels. Elle peut également se manifester inconsciemment et l'on l'exprimera alors par des expressions comme « j'ai eu une inspiration »,« un flash, une idée géniale », etc. Alors, nous allons commencer par l'intuition instinctive. Ce type d'intuition se produit lorsque nous agissons de façon instinctive pour nous rassurer, sans trop savoir les raisons qui nous poussent à agir ainsi. Cette sorte d'instinct se manifeste à nous avec force et entraîne souvent des actions impulsives et irrationnelles. Vous décidez par exemple de ne pas suivre le trajet habituel pour vous rendre au travail parce que vous ressentez comme une boule, une angoisse.
Vous apprenez ensuite qu'un très grave accident s'est produit et que si vous aviez pris le chemin habituel, vous y auriez probablement perdu la vie. Nous avons ensuite l'intuition sensitive. Alors cette intuition peut aussi se développer grâce à des techniques ou à des outils qui ont pour but de stimuler une réponse sensitive dans le corps. Il existe plusieurs techniques permettant le développement de l'intuition sensitive. La radiesthésie, par exemple, permet à l'inconscient de faire bouger un pendule par le biais des impulsions nerveuses. Le radiesthésiste peut déduire selon le mouvement du pendule si la réponse de l'inconscient est affirmative ou négative. La kinésiologie aussi repose sur l'hypothèse que le corps est intelligent et qu'il réagit subtilement pour exprimer ce qu'il désire ou ce dont il a besoin. En fait, le kinésiologue évalue, lui aussi, la réponse inconsciente de la personne testée. Il teste la résistance physique du bras ou de la jambe pour mesurer les impulsions nerveuses que l'inconscient produit. En résumé, un bras à résistance faible indique une réponse plutôt négative et un bras à résistance forte, une réponse affirmative. Il faut bien comprendre ici que ce type d'intuition repose sur une réponse de l'inconscient. Le développement de l'intuition nécessite un apprentissage afin de découvrir la sagesse qui anime cet inconscient. Il est donc primordial d'évaluer la justesse des réponses que le pendule ou la kinésiologie donne avant de leur attribuer un pouvoir illimité. Il est également important de préciser que le mode de réponse binaire oui ou non est relativement restreint et que se limiter à des réponses affirmatives ou négatives ne permet pas toujours de saisir toutes les nuances que l'inconscient peut exprimer. Nous avons aussi les rêves intuitifs. Les chamans, par exemple, ou les peuples de l'Antiquité étaient convaincus que les dieux visitaient leurs rêves. Selon eux, les dieux utilisaient le rêve comme support pour la transmission de solutions pour les problèmes auxquels ils étaient confrontés durant le jour. Carl Gustav Jung, lui, affirme que les rêves possèdent un dynamisme propre qui consiste à long terme à corriger les vues trop restreintes de la conscience. Pour lui, les dieux des anciens sont des ressources créatrices auxquelles l'être humain est lié par le biais de son inconscient. Ces ressources créatrices se libèrent pendant le sommeil, donnant libre accès à un langage symbolique qui, lorsqu'il est adéquatement décodé, permet d'élargir nos pensées et d'élargir notre champ de compétences. La conscientisation des rêves est fort importante puisqu'elle permet à l'individu de mieux comprendre son processus évolutif. Vous ne parvenez pas, par exemple, à terminer un texte, une dissertation, car vous avez toujours l'impression qu'il y manque un élément important. Vous rêvez durant la nuit que vous recevez un cadeau de la part d'un de vos anciens enseignants. Au réveil, vous vous sentez léger comme si vous aviez réellement reçu l'absolution de votre enseignant. Vous prenez alors conscience qu'à votre insu, vous exigiez trop de vous-même, car vous aviez l'impression qu'il fallait prouver vos compétences à cet enseignant. Cette prise de conscience combinée à l'absolution ressentie lors du rêve vous permet de jeter sur votre dissertation un regard nouveau et de le terminer. Nous avons aussi l'intuition créatrice. Alors cette intuition se manifeste souvent à partir d'une réflexion, d'une interrogation, d'une étude qui va permettre l'émergence d'une inspiration pouvant nous apporter un regard neuf et créatif. Les manifestations de l'intuition créatrice peuvent arriver instantanément, comme elles peuvent apparaître après une longue réflexion. Habituellement, nous ne nous rendons pas compte de l'intuition qui se manifeste à nous, trop absorbés que nous sommes par notre désir de saisir, de nous approprier l'information reçue. Les exemples de ce type d'intuition sont nombreux chez les inventeurs, les artistes, les chercheurs. Il est en effet fréquent que les créateurs relatent une expérience créative où ils ont eu l'impression d'être inspirés par une source créatrice impossible à localiser en eux-mêmes. Par exemple, le célèbre compositeur Brahms dit composer sa musique dans un état de semi-trance. Son conscient est temporairement suspendu et les idées se déversent en lui comme s'il était connecté directement avec Dieu. Nous avons l'intuition dissociée.
L'intuition dissociée se manifeste chez les personnes persuadées que leur intuition est une manifestation extérieure à elles-mêmes. L'intuition revêt chez elles l'apparence d'une énergie, d'une force qui semble provenir de l'extérieur et transmet une information d'aide. Ces personnes recourent de façon systématique à des croyances spirituelles, religieuses ou ésotériques pour expliquer leur expérience. Fréquemment, elles affirment communiquer avec une personne décédée ou des entités spirituelles. Elles entendent une voix intérieure qui leur prodigue des conseils et elles sont persuadées que cette voix est la manifestation d'un être à qui elles attribuent un pouvoir, par exemple Jésus. Dans d'autres cas, la voix peut elle-même s'identifier comme provenant d'un être doté d'un certain pouvoir. Chaque fois que cette voix se fait entendre, ces personnes lui attribuent une identité distincte d'elles-mêmes, ayant un pouvoir qui les éloigne de leurs ressources créatrices, tout en confirmant leurs croyances. Pratiquer l'intuition sans bien comprendre ces mécanismes peut s'avérer dangereux. L'entité que l'intuitif pense contacter peut être en fait l'expression d'un refoulement ou d'une dimension idéalisée de lui-même qu'il est incapable d'intégrer. L'intuitif va donc inconsciemment manifester sous la forme d'une soi-disant entité un comportement refoulé ou idéalisé qu'il ne peut pas exprimer par d'autres moyens. Il développera une seconde personnalité afin que puisse se manifester le potentiel inconscient qui ne peut le faire autrement. Des égarements importants de la personnalité peuvent alors s'ensuivre. Nous avons aussi l'intuition inspirante. L'intuition inspirante se produit lorsque nous nous laissons guider spontanément par un goût, un désir, un flash qui nous inspire sans que nous comprenions pourquoi. Habituellement, cet état s'accompagne d'un grand plaisir, voire d'une extase, puisque nous accueillons une dimension de nous-mêmes qui est habituellement refoulée. Dans un tel cas, l'intuition est en quelque sorte un support permettant d'assumer un désir profondément ancré en nous. Ce type d'intuition est souvent bouleversant car il entraîne des changements profonds dans la vie. Lorsque vous étiez jeune, par exemple, vous ne pouviez exprimer vos talents en dessin car votre entourage critiquait constamment ce que vous dessiniez. Et vous exercez aujourd'hui la profession de secrétaire pour gagner votre vie. Vous vivez sans passion et sans grand intérêt dans votre vie. Vous ressentez un ennui profond car vous avez l'impression que rien ne vous intéresse. Et puis un jour, vous retrouvez des amis d'enfance qui vous rappellent combien vous aimiez dessiner. Vous ressentez malgré vous un profond plaisir d'entendre vos amis vous rappeler votre passion du dessin. Vous vous sentez reconnu et vous ressentez une envie irrésistible de dessiner. Du coup, vous passez tout le week-end à dessiner, ce qui vous fait vivre des moments d'extase. Vous éprouvez également de la colère envers vos parents, comme si vous preniez conscience que vous n'aviez plus à vous soumettre à eux. Vous décidez de retrouver votre passion en vous inscrivant à des cours de perfectionnement en dessin. Et vous apprenez aussi à faire la paix avec vos parents, car vous vous reconnaissez maintenant le droit de faire ce que vous aimez sans besoin d'approbation. Nous avons l'intuition intégrée. Alors l'intuition intégrée se manifeste lorsque la personne est consciente du processus créatif qui l'anime et qu'elle peut y avoir recours à volonté. Elle peut ainsi communiquer avec ses ressources créatrices lorsqu'elle le désire pour obtenir des éclaircissements sur son cheminement de vie ou sur celui d'une autre personne. Ce type d'intuition s'acquiert par l'entraînement et la pratique. Il nécessite une certaine rigueur et une expérience de plusieurs années. Et l'enseignement que je vais vous proposer ici contient toutes les données essentielles pour atteindre cet objectif. Et nous en arrivons donc à l'intuition utilisant une technique divinatoire. L'intuition peut être aussi stimulée par l'utilisation d'une technique divinatoire. Les tarots, l'astrologie et la numérologie sont des outils qui permettent l'émergence de l'intuition. Les notions théoriques que nécessite l'apprentissage de ces techniques divinatoires offrent, à l'insu du pratiquant intuitif, un cadre intellectuel lui permettant de faire intervenir son intuition.
L'astrologue, par exemple, intègre des notions théoriques sur la signification des signes astrologiques et des planètes qui permettent d'interpréter la carte du ciel de la personne aidée. Lorsque ces données sont bien intégrées, l'astrologue développe une compréhension de l'expérience de vie de la personne qui dépasse largement les données théoriques apprises. Le piège le plus commun est d'attribuer un pouvoir magique aux arts divinatoires en négligeant le développement de sa propre intuition. Le tarot de Marseille est une des meilleures voies pour appréhender son intuition, l'identifier, la découvrir, la libérer et ensuite la développer. Le tarot de Marseille est un univers de symboles et c'est pour cette raison que du XIIe au XXIe siècle, il est présent. Le tarot passionne, questionne, dérange, mais ne laisse personne indifférent. Pourquoi ? Parce qu'il parle à notre psyché et plus en avant à notre âme. Le tarot de Marseille est ainsi nommé parce qu'il fut créé par Nicolas Convert, qui était maître quartier à Marseille dans les années 1760-1761. Les cartes du tarot de Marseille sont, selon la règle de cette profession, tarotées, c'est-à-dire avec un dos formé de compartiments en grisaille. Ces compartiments sont le plus souvent des quadrillages gris et blanc ou gris et bleu. Ce tarotage n'est pas un détail anecdotique, bien au contraire, car lorsque vous battrez vos cartes, ou lorsque vous les étalerez devant vous face cachée avant d'effectuer un tirage, vous ne serez pas déconcentré par un dessin ou des couleurs trop attractives. À ce moment si important, la neutralité du dos de la carte permettra à votre vision de rester tout intérieure. Alors la structure du tarot est restée immuable, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Nous ne nous occuperons que des 22 arcanes majeures, car c'est en effet ces lames qui véhiculent le plus de symboles, de mythes et d'archétypes. Elles parlent à notre inconscient, un langage qu'il connaît, et c'est déchiffré, bien que notre conscient en soit le premier surpris. Comment rester indifférent à ces figures archaïques, parfois à la limite du grotesque ? Je ne connais d'ailleurs personne qui n'ait pris un jeu de tarot de Marseille et n'en soit resté comme interloqué. Bizarre, étrange, idiot, stupide, sans intérêt, et pourtant on y revient. On les retourne, ces images immobiles, et pourtant si vivantes. Ces masques muets qui semblent vouloir nous parler. Tout le problème est là. Chacun sent en touchant et en regardant les lames du tarot que quelque chose s'est passé. Indéfinissable mais bien réel. Alors continuez à bien les regarder. À les voir au sens noble du terme, elles vous apprendront bien plus sur vous-même et sur l'existence que vous n'auriez osé l'espérer. Pour ma part, elles m'ont fait faire le grand saut. Pour elles, j'ai tout lâché. J'ai changé de métier et changé de vie. Depuis cette noble décision, nous cheminons côte à côte. Alors parfois face à face, parfois dos à dos, mais toujours ensemble. Car nous ne saurions nous quitter. Nous ne sommes nullement dépendants, mais au contraire libres et heureux de continuer un dialogue commencé il y a maintenant plus de 8 ans. Un dialogue qui n'aura pas de fin puisque la vie est un sujet inépuisable. Au cœur du tarot se croisent, mais également se répondent toutes les traditions, Pythagore, la Kabbale juive, la symbolique chrétienne, l'hermétisme, l'alchimie. Tout ce qui monte converge. Aussi le tarot est-il un parfait point de convergence, un lieu et un espace de rencontre unique pour nous. Il nous montre le chemin, à nous ensuite de le prendre et de suivre ses méandres, de gravir ses collines, de franchir ses fleuves et de contempler ses sommets avec respect et émotion. En outre, le symbole est une force unificatrice qui rassemble et permet de dépasser la dualité à laquelle nous sommes constamment soumis. Le tarot vous ouvre à un monde subtil. Aussi ne cherchez jamais de lui des réponses qui seraient la vérité vraie, comme disent les enfants. Partez pour ce grand voyage sans vos valises, sans vos repères habituels, et devenez des chercheurs de vérité qui ne se contentent pas de savoir le petit, mais d'appréhender le grand. Le tarot est un outil symbolique universel.
un outil de vie qui peut nous aider dans notre quotidien de façon très pratique et très concrète. C'est également une voie spirituelle en ce sens que le tarot contient en lui un véritable enseignement initiatique. Ces symboles, pour peu que nous les travaillions, nous obligent à évoluer, nous transformant profondément de l'intérieur peu à peu, au fil de notre recherche. Alors en termes symboliques, la carte du tarot se nommera lame ou arcane. Alors pourquoi employer ce terme de lame ? Notre carte n'est pas en effet une simple carte à jouer, mais une figure chargée de symboles et de sens qui nous renvoie toujours à une conception supérieure. Le symbolisme de cette lame va peu à peu vous pénétrer, le plus souvent à votre insu, d'où son analogie avec le côté tranchant et aiguisé de l'épée, qui fait partie d'ailleurs des arcanes mineurs. Elle interpellera votre inconscient, éveillera en lui certaines résonances qui permettront l'interprétation. En outre, il existe une correspondance évidente entre les mots lame et âme. Le message symbolique de la lame ne s'adresserait-il pas à notre âme ? L'arcane invite à une méditation. C'est un exercice spirituel en soi qui rejaillira une fois la leçon bien intégrée dans notre vie de tous les jours, très concrètement. Notre esprit, notre âme, notre subconscient sont en permanence en communication avec nous grâce à notre voix intérieure. Ils utilisent comme moyen de communication ou comme support la couleur, le son, la musique, les nuages, les arbres, les fleurs, les paroles prononcées par autrui, les dessins ou le gazouillis des oiseaux. Notre moi supérieur nous aide à avancer dans notre vie afin que nous puissions profiter de chaque instant et vivre le meilleur de nous-mêmes et de qui nous sommes. Le tarot de Marseille est un outil extraordinaire pour favoriser la croissance personnelle. Son imagerie, à la fois simple et riche, nous permet d'entrer dans notre monde intérieur et de faire remonter à notre conscience nos propres messages. Le tarot va nous permettre de trouver quels sont nos blocages et les attitudes que nous devons développer ou améliorer pour atteindre l'objectif principal de notre vie, celui d'être heureux et de développer notre plein potentiel, telle est la volonté de notre être intérieur.